Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invité est l'écrivain québécois Kev Lambert. C'est sûr que la littérature, pour moi, c'est quand même une grande source de soulagement ou de consolation, mais il faut la détailler, cette consolation-là. C'est pas nécessairement en nous faisant toujours du bien que la littérature fait ça. C'est parfois même en nous faisant du mal. Pour animer ce podcast après une longue période d'hibernation, j'avais envie de me tourner vers la nouvelle génération. Je ne parle pas des influenceurs avec tout le respect que je leur dois, mais vers de jeunes écrivains qui portent haut et fort leur amour de la littérature dans ce monde numérique plus incertain que jamais. Aujourd'hui, je suis heureux de vous faire découvrir Kev Lambert, un auteur québécois né en 1992, ça ne me rajeunit pas. Diplômé de création littéraire de l'Université de Montréal, il a reçu l'an dernier en France le prix Médicis et le prix Décembre pour son 3e roman, Que notre joie demeure, le portrait mordant d'une architecte vedette accusée de contribuer à la gentrification d'un quartier populaire de Montréal. Ce drame intime et social a aussi fait parler de lui lorsque le prix Goncourt Nicolas Mathieu, qui a été l'invité de ce podcast il y a quelques années déjà, a reproché à Kev d'avoir soumis une partie de son texte à un relecteur de sensibilité. Une polémique est née et je pense qu'elle a peut-être fait passer certains d'entre vous à côté de ce bouquin qui porte un regard hyper incisif sur la société occidentale et ses travers. En cet automne 2024, Kev nous revient avec Les Sentiers de Neige, un conte de Noël publié aux éditions Le Nouvel Attila. Ses héros, une fois n'est pas coutume, sont 2 enfants, Zoé et Amy Anne, qui sont conviés à un réveillon en famille, dont ils vont rapidement s'échapper en plongeant dans un monde imaginaire sur la piste d'une étrange créature. Vous pensez d'abord lire un roman jeunesse, et puis très vite, vous réalisez que son auteur brouille tous les repères connus pour raconter une histoire qui nous parle à tous. Celle d'une période charnière où nous avons entrevu le monde des adultes avec horreur. Bonjour Kev. Bonjour Jérôme. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Ça va très bien. Alors je t'appelle Kev, mais moi je t'appelais Kevin jusqu'ici. J'ai reçu ton nouveau livre, Les Sentiers de Neige, et je vois écrit Kev. Ouais. Je me suis demandé si c'était une coquetterie d'écrivain, une lubie passagère, et puis j'ai envie que tu m'expliques pourquoi. Ouais, je fais une transition, donc la question du nom se pose quand tu transitionnes, puis j'avais pas trop envie de changer de nom. Il y a quelque chose que je trouve violent dans le fait d'avoir un dead name, comme on dit, un nom mort. J'étais pas sûr de vouloir ça, mais Kev, c'est le nom qu'on me donne de toute manière au jour le jour. C'est comme ça que mes parents, mes amis, tout ça m'appellent. Puis donc, puis je le trouvais plus neutre au niveau du genre, ce nom-là, de Kev. Puis donc, c'est ça que j'ai choisi d'adopter. La transition, c'est un terme qu'on utilise, qu'on lit beaucoup qu'on entend dans l'actualité, mais c'est pas toujours clair pour les gens. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu entends par là exactement? Ben moi, c'est un changement de genre, on pourrait dire, mais est-ce que c'est vraiment un changement ou c'est juste le fait d'adopter une apparence physique, un genre, un rapport à l'apparence qui est peut-être moins identifié à ce qu'on considère masculin. Mais moi, j'ai pas vraiment besoin de catégories identitaires définies pour me dire. J'aime pas trop comme j'ai jamais aimé le mot garçon ou homme ou masculin, mais le mot fille ou femme ou féminin me plaise pas tout à fait non plus. Donc c'est une transition un peu vers nulle part ou vers un entre-deux ou ou c'est une manière de m'approcher en fait des différentes identités que j'ai en moi au pluriel. Ouais. Ça fait peur d'aller vers nulle part ou c'est excitant? Non, c'est un soulagement parce que ce qui fait peur, moi je trouve, c'est les murailles, c'est les frontières ou c'est les jugements sociaux, les identités qu'on fait peser sur nous puis qu'on choisit pas. Ça fait partie de tout ce que tu as écrit jusqu'ici, n'est-ce pas? L'identité Absolument. et les préjugés sociaux. Absolument, ouais. Puis les 2 enfants de mon roman, ils sont pris avec des identités, avec des définitions qu'on fait peser sur eux, puis ils veulent absolument s'en défaire, surtout. Bien sûr, parce que s'il y avait un roman idéal pour
pour entamer ce travail personnel et public, c'est bien celui-là, parce que Zoé, le personnage principal, bah alors, justement, tu parles du genre. Moi, à un moment donné, au bout de quelques pages, je me suis dit, attends, je comprends pas, c'est il ou c'est elle? Il fait exprès, c'est une erreur de... C'est pas une erreur de traduction, il écrit en français. Et puis j'ai compris. Mais ça peut dérouter les gens. Il faut que ça déroute un peu, c'est bien. La littérature sert à ça. Mais oui, Zoé, en fait, est perçu comme un jeune garçon par son entourage, mais il y a des moments où, donc la première scène où ça arrive, c'est dans la bibliothèque de l'école, où là, soudainement, par le truchement, par la médiation de la fiction, donc des livres avec des princesses, avec des princesses qui font du cheval, tout ça, Zoé se projette, devient elle-même, lui-même une princesse, puis là, donc joue une sorte de rôle, mais là, le rôle colle par la suite, puis le pronom colle aussi. Puis soudainement, quand le professeur arrive dans la bibliothèque, oups, le masculin revient parce qu'il y a une sorte de surveillance qui se réinstalle. Et là, on comprend que tout est possible. Ouais, exactement. Puis c'est aussi la possibilité infinie qu'offre la littérature puis l'imaginaire, particulièrement dans l'enfance, parce que on lit comme ça, je trouve, toujours, mais surtout quand on est enfant. Tu sais, moi, je me souviens, dans les romans, j'étais pas seulement le personnage principal ou le personnage secondaire, j'étais à la fois les murs du château, le cheval, la sorcière, la forêt. Je pense qu'on a quelque chose de très, très plastique en nous, dans notre imagination, qui nous permet de se transformer puis de devenir toutes sortes de choses qui sont même pas humaines parfois. Explique un peu qui est Zoé. Zoé, c'est un enfant qui vit son premier Noël après la séparation de ses parents, puis qui se pose beaucoup de questions par rapport à ça, qui se sent coupable que ses parents se sont séparés, qui se demande est-ce que c'est de ma faute, est-ce que c'est normal pour un enfant que ses parents se séparent, qu'est-ce que ça veut dire de moi, puis il sent qu'il y a une sorte de défaut en lui. C'est un défaut évidemment que lui renvoie le monde dans lequel il évolue, parce que c'est un enfant qui est perçu comme efféminé, comme trop sensible. Puis à l'école, dans la famille, tout ça, on lui fait bien savoir que c'est pas normal d'être comme ça. Donc c'est justement un enfant qui est pris un peu dans une sorte de toile ou de tissu de jugements sociaux. Puis Noël, c'est un peu terrifiant pour lui, ou pour elle, on pourrait dire même, parce que c'est le moment où là, c'est la famille, le ragoût des fêtes familiales, l'espèce de bouillie de paroles, de blagues, de regards, de jugements. Puis, c'est à la fois enivrant, mais terrifiant, parce qu'il y a toujours une petite phrase, un petit reproche qui peut arriver comme ça, puis attraper un geste, une parole que lui-même voulait pas montrer. Mais ce qui lui permet de survivre à ce Noël-là, c'est sa cousine, Émiane, qui est comme une grande amie, puis ensemble, donc deux enfants qui n'ont pas tout à fait leur place dans la famille, ils vont se créer un univers pour résister ou pour se révolter contre les adultes. Alors moi, je vais laisser les auditeurs découvrir le livre. On va pas leur spoiler davantage. En revanche, plutôt que de te demander si c'est un livre autobiographique, je vais plutôt te demander. Après, tu me diras ce qui fait partie, ce qu'il y a de toi. Mais je pense qu'il y a de toi dans tous les livres. Moi, j'ai envie de savoir si c'est le genre de livre que tu aurais aimé lire, peut-être pas petit garçon, mais adolescent. Ouais, je pense que j'aurais aimé le lire à l'adolescence. Puis c'est un livre qui a une dimension autobiographique dans le personnage de Zoé, mais pas seulement aussi. Il y a d'autres personnages auxquels j'ai donné des traits autobiographiques. C'est sûr que c'est inspiré de ma famille, qui est une famille de la région, du Lac-Saint-Jean au Québec, donc une région assez éloignée là, des grands centres, où c'est un milieu assez conservateur, là, puis aussi d'origine populaire, ouvrière, tout ça. Donc c'est inspiré d'endroits, de personnes, de lieux que je connais très bien. Mais c'est aussi un livre, puis pour répondre à la question si j'aurais aimé le lire plus jeune, c'est un livre qui a quelque chose aussi presque de la consolation. Parce que par exemple, dans ce livre-là, il y a un personnage qui s'appelle Josiane, qui elle aussi est une sorte d'intruse à cette fête de Noël-là, parce que c'est la nouvelle compagne d'un des oncles. Donc ils la connaissent pas, c'est la première fois qu'elle vient à Noël dans la famille. Puis ce personnage-là de Josiane, pour moi, c'est presque une consolation, parce qu'elle représentait, sans trop en dire, une figure d'adulte que j'aurais aimé qui existe, moi, quand j'étais enfant.
Parce que moi, j'ai un souvenir des adultes qui s'intéressaient pas vraiment au monde des enfants, puis à leur délire, à leur imagination, puis même qui avaient parfois une sorte de rejet complet de ça, là, puis qui pétait la balloune, comme on dit en québécois. J'aimais cette expression. Ouais, péter la bulle ou péter la balloune. Puis Josiane a une attitude un peu différente par rapport. Elle accepte un peu mieux la singularité du monde enfantin. Tu parles de consolation, tu me tends une perche pour évoquer le titre du podcast. Est-ce que pour toi, Kev, les gens qui lisent sont plus heureux? Et est-ce qu'en lisant Les Sentiers de neige, on va être un peu plus heureux? Ben, c'est sûr que la littérature, pour moi, c'est quand même une grande source de soulagement ou de consolation, mais il faut la détailler, cette consolation-là. C'est pas nécessairement en nous faisant toujours du bien que la littérature fait ça. C'est parfois même en nous faisant du mal, en nous permettant d'exprimer des émotions ou des pulsions les plus inconscientes ou les plus horribles, nos pulsions d'agressivité ou de meurtre même. Tu sais, la littérature nous donne le droit donne le droit à notre inconscient, du moins, de les sublimer, de les vivre. Ça, c'est extrêmement précieux. Puis je pense que vraiment, il y a une fonction sociale à la littérature à ce niveau-là. Puis la littérature nous permet aussi souvent, même sans qu'on s'en rende compte, de revivre ou de connecter avec des souffrances, des douleurs, des souvenirs qui font mal encore. Puis moi, je m'en souviens particulièrement dans l'enfance, dans l'adolescence, quand je lisais les romans fantastiques que j'aimais lire à l'époque, où des enfants vivaient des grandes aventures dans des mondes merveilleux. Mais souvent, moi, je mettais dans ces histoires-là des blessures que je porte, tu sais, puis que je portais. Donc, tu sais, moi, Harry Potter, ça m'a beaucoup marqué, évidemment. Je suis vraiment la génération Harry Potter. Là, je l'ai lu avant les films. Ouais. C'est le premier livre que j'ai lu, je pense. C'était le premier souvenir de lecture que j'ai en première année, autour de 7 ans. Puis moi, c'est ça, quand je lisais ça, qu'un enfant portait la marque d'un agresseur, de la personne qui lui a fait du mal, puis que, après ça, dans les tomes suivants, il y a la voix du méchant en lui, tout ça, je me reconnaissais, parce qu'un peu comme Zoé, j'avais parfois des voix de reproche, des voix de paroles méchantes en moi, qui venaient de moi. Ouais. Donc, mais c'est juste pour montrer... Elle te disait quoi, les voix? Elle me disait que j'étais anormal, que justement, si mon monde était un peu déstructuré par rapport à celui des autres enfants, c'est peut-être de ma faute, c'est peut-être parce que j'avais fait quelque chose de pas correct. Elle me disait que, je sais ça, je devrais pas être comme je suis, que je devrais pas avoir les intérêts que j'ai, les manières de bouger, de parler que j'ai. Puis, donc c'est ça, sans le comprendre du tout, je pense que j'allais chercher dans la littérature quelque chose, une sorte de résonance affective, même une sorte de résonance des cicatrices. Qui t'a mis un livre entre les mains la première fois? Ou c'est peut-être toi qui es allé le chercher dans la bibliothèque? Ouais, il y a la bibliothèque de l'école, ça c'est sûr, j'ai des beaux souvenirs de ça, mais je pense que la personne qui est vraiment associée à la lecture de ma famille, c'est ma grand-mère. Donc, je viens pas d'une famille littéraire du tout. Ma mère lisait à l'occasion des romans, disons, mais c'était pas... Mais ma grand-mère était une grande lectrice de littérature populaire. Donc, elle lisait Danielle Steele, elle lisait Nora Roberts, elle lisait Mary Higgins Clark. Puis, donc, c'était pas nécessairement des livres qui m'intéressaient quand j'étais enfant, là, Danielle Steele et tout, mais je la voyais toujours, elle aussi, essayer de se construire une sorte de caverne ou de monde à l'écart du monde dans ses lectures, quand on allait chez elle et tout. Puis elle vivait pas dans la même ville que moi, mais elle nous visitait à l'occasion. Puis quand elle nous visitait, on allait presque toujours acheter des livres. Tu sais, elle m'achetait toujours un livre, un roman. Puis c'est vraiment par là, je pense, que la littérature est arrivée d'abord. Et elle a pris de plus en plus de place, au point que tu n'es pas devenu... tu es devenu plus qu'un lecteur occasionnel, tu es devenu écrivain aussi, et tu as fait des études pour... je ne sais pas si les études t'ont permis de devenir écrivain, mais en tout cas, elles s'inscrivent dans ton parcours. Se passionner pour la littérature, devenir un écrivain, c'est une forme de rébellion sociale? Ben oui, je pense que ça découle du moins d'une rébellion première qui était le refus du monde. Parce que moi, c'était beaucoup ça, la lecture pour moi. C'était si j'avais autant besoin de rêver à une école de magie ou à un monde de Narnia ou du Pays des Merveilles ou de Neverland dans Peter Pan, c'est parce que le monde dans lequel j'étais ne me convenait pas. Ce monde-là me rejetait, il me faisait souffrir. Puis
Puis donc, je le comprenais pas évidemment quand j'étais enfant, mais ce besoin-là d'avoir un autre univers où j'aurais ma place, où j'aurais peut-être même une fonction, une importance, c'était... Ça venait de cette douleur-là. Puis ça venait d'une forme de révolte aussi, je pense. La révolte passait par l'imagination, par le fait de dire, ben, il y a peut-être une dimension qui vous échappe à vous, les adultes, ou à vous, les professeurs, ou à vous, puis à laquelle moi j'ai accès par mes pouvoirs magiques que vous ne connaissez pas. Tu as une petite trentaine, tu as 31 ans? Ouais, 31. 31 ans. Est-ce que tu penses que tu fais partie de la dernière, j'espère pas, hein, mais de la dernière génération qui trouve refuge dans la littérature plutôt que dans les réseaux sociaux et dans le job d'influenceur? Ben, moi, je suis très optimiste par rapport à la littérature parce que je crois que les réseaux sociaux, c'est sûr qu'ils prennent de la place dans nos vies aujourd'hui, chez les jeunes aussi, mais je crois pas que ce soit tout à fait un refuge. Je pense que même, c'est une manière souvent d'être encore plus plongé dans le monde, dans les relations sociales, puis même des fois, Oui. quand on entend certaines histoires horribles là, de l'intimidation, par exemple, c'est souvent des relations qui sont déjà à l'école, des relations d'intimidation, qui là, soudain, se ramassent ou se transfèrent dans la vie, à la maison, dans le lit le soir. Donc, moi, j'ai l'impression que les réseaux sociaux, c'est pas tout à fait un refuge, puis que donc, la fiction, la lecture, le cinéma, les jeux vidéo aussi, parce que moi, je suis vraiment une génération où les jeux vidéo ont été très, très importants dans mon imaginaire. Je pense que toutes ces formes d'art-là vont demeurer des refuges. Et donc, elles sont pas forcément contradictoires, elles peuvent être complémentaires. Absolument, absolument. Je pense qu'après ça, il y a un enjeu de temps, là, de temps qu'on accorde à la lecture ou par rapport au téléphone, mais sur le besoin... le besoin que la littérature comble, moi je pense vraiment que les réseaux sociaux ne peuvent pas tout à fait le combler. Ton roman précédent, Que notre joie demeure, tu faisais des phrases longues. Oui. Des phrases longues, tu pouvais faire 25, 26, 27 lignes. Hein, tu n'avais pas peur peut-être de perdre certains lecteurs en chemin. Et je m'étais dit en lisant ce livre, mais ce mec, il est un peu punk, parce que à notre époque, les gens, ils font des phrases de 140 signes sur les réseaux sociaux, et lui, il y va carrément avec des phrases très longues, et quelque part, il dit aux gens, arrêtez tout, prenez votre temps, vous pouvez lire des phrases longues, et moi, je vais faire des phrases longues, et je vais vous faire comprendre que c'est bien, que c'est beau. Je ne sais pas si c'était le cas, si c'était une réaction à l'ère du temps, mais tu en avais conscience de ça, que tu pouvais dérouter avec ce livre-là et cette manière d'écrire. Oui, mais je pense que la littérature doit le faire. C'est aussi sa fonction. Tantôt, je parlais du travail de constellation, mais il y a aussi dans la littérature la nécessité de produire des formes pour dire notre vie affective, pour dire nos vies politiques, pour dire le monde. Puis ces formes-là peuvent pas être simplement une sorte de décalque, par exemple, des formes qui existent déjà, des articles de journaux, par exemple. J'ai rien contre les articles de journaux, mais la littérature doit trouver d'autres formes, d'autres manières pour dire le monde. Puis dans Que notre joie demeure, c'était notamment, c'est ça, ces longues phrases-là, proustiennes, ou wolfiennes, ou blaisiennes, là, je sais pas comment les nommer. Puis où, en effet, il y avait... peut-être que ça demande au lecteur ou à la lectrice un temps d'arrêt, un exercice d'absorption aussi dans le livre. Mais moi, je trouve, quand je lis, que souvent, les livres qui m'absorbent ou qui me prennent ou que je lis le plus rapidement, c'est pas nécessairement les livres courts qui vont directement au point, qui ont une sorte de fantasme ou d'idéal de clarté, par exemple, ou de communication directe. Des fois, moi, je lis un livre de 500 pages écrit de manière absolument très littéraire, là, poétique, de manière très recherchée. Puis je trouve que ça passe plus vite qu'une petite plaquette qui veut me passer un message, tu sais. Donc, dans le temps perçu, évidemment, pas dans le temps concret. Mais moi, c'est cet effet-là de lecture que je voulais provoquer. Puis après ça marche ou non avec certaines personnes, ça, c'est une autre question, là. Mais ouais, j'avais envie que la littérature soit comme une sorte de vortex ou de spirale qui nous avale dans sa langue à elle. Puis Les Sentiers de neige aussi, au fond, c'est un peu écrit comme ça, mais le style est différent parce que les enjeux, les personnages sont différents. C'est plus court, tes phrases sont plus courtes, tes chapitres sont plus courts, mais on reconnaît le même écrivain. Parce que c'est un autre monde, parce que c'est pas les mêmes sensibilités, mais il y a quand on entre dans le monde des enfants, il y a quelque chose de l'ordre aussi de la spirale ou du portail, où là, la voix devient un peu folle aussi. Il y a une forme de délire dans l'imagination des enfants qui associe toutes sortes de choses, qui se mettent à être un peu paranoïaques. Donc ça, je me suis beaucoup amusé à créer, à produire une voix commune de l'enfance.
C'est un roman comme ça. Il passe par de nombreuses versions. Tu l'écris, tu le réécris. Il y a certains passages qui sont de l'ordre du premier jet. C'est quoi ton process? D'abord, moi, je trouve que, ben, pour tous mes livres, c'est un peu pareil, mais il faut d'abord que, j'appelle ça, je sorte la matière. Donc, je fais juste m'asseoir, j'écris, puis à ce moment-là, j'essaie de vraiment mettre le surmoi en congé. Tu sais, je suis comme, c'est pas le moment de se critiquer, c'est pas le moment de se Oui. surveiller. Donc, je fais juste sortir du texte, j'essaie d'aller au bout de mon histoire. Il y a une phrase de Hemingway, je vais la déformer, là, mais il disait il faut traverser le brouillon ou le premier jet comme si on faisait une course. Tu sais, donc j'essaie d'un peu de faire ça, d'aller assez rapidement, juste de sortir de la matière. Puis là, une fois que j'ai une sorte de première version, là, l'écriture commence pour moi. Là, l'écriture, qui est essentiellement de la réécriture, c'est 80-90% du travail, c'est de la réécriture. Là, ça débute, puis là, le surmoi est réinvité parfois à revenir, l'esprit critique est réinvité à la table, puis je réorganise, je réarrange, je complète, je corrige, je développe, je clarifie ou je pacifie selon les besoins, ouais. Et tu fais relire assez vite ton travail ou pas? Je fais relire quand j'ai une version à peu près satisfaisante. Donc non, pas très rapidement. C'est sûr que les premiers jets, je les fais pas lire. Ça prend une, deux, trois réécritures au moins avant que je fasse relire. Chez nous, il y avait eu une polémique l'an dernier quand Nicolas Mathieu avait été choqué que tu aies fait relire une partie du roman par des lecteurs de sensibilité, alors que toi, ça fait partie de ton processus créatif. Est-ce que tu peux raconter un petit peu ce qui s'est passé à l'époque? Est-ce que tu penses que Ouais. c'était un peu injuste, ou mal compris, ou pris par le petit bout de la lorgnette de la part des Français qui comprennent pas, je sais pas, une manière de travailler qui est différente? Je pense qu'il y a eu un gros quiproquo, un gros malentendu autour de ça, qui rejoignait une sorte de clivage social. C'est-à-dire que on était encore un peu là-dedans, mais dans une grosse réflexion un peu binaire sur les woke, les anti-woke, tout ça, blablabla. Puis là, on a voulu un peu lire la critique de Nicolas Mathieu à l'aune de ce débat très binaire-là. Euh, Parce que la vision que les journalistes ou que certaines personnes avaient de la lecture sensible, c'était une forme de censure imposée par les maisons d'édition. Moi, je ne nie pas que ça puisse exister, ça, mais au Québec, ça n'existe pas, à ma connaissance. Peut-être que ça se pratique ailleurs, peut-être que... Mais j'en sais rien, je suis pas responsable pour qu'est-ce qui se fait à Londres, aux États-Unis, ou en Angleterre, ou en Allemagne, là, je m'en fous. Mais moi, comment je l'ai fait, puis c'est peut-être aussi le mot sensitivity reader qui est pas le bon, qu'on garde toujours en anglais d'ailleurs, c'est un peu étrange, c'était comme si c'était comme pour le garder étranger ou Tout à fait, ouais, pour ouais, conserver ouais. une forme d'altérité. Moi, j'ai jamais rencontré de lecteurs de sensibilité dans les maisons d'édition. Pourtant, il y en a plein, mais c'est juste qu'on les nomme pas On les comme nomme ça. pas comme ça. Tu sais, Ouais. pour moi, un lecteur, on devrait appeler ça un éditeur, en fait, tout simplement, ou un autre éditeur qu'on invite à la table. C'est juste une manière pour moi de faire de la recherche, en fait. Ça fait partie de la grande démarche ou du grand processus de recherche dans un texte. La recherche, on l'a fait de manière un peu documentaire avant d'écrire. Parfois, on fait des entretiens ou par exemple, Bien sûr. on s'informe. Mais la recherche, c'est aussi parfois de faire relire, par exemple, par... moi, sur mon dernier livre, il y a une des réviseurs dont le copain était architecte. C'est un livre sur le monde de l'architecture. C'était très utile d'avoir quelqu'un qui connaît l'architecture qui me relut. C'est un peu la même chose. Finalement, c'est qu'il y avait un personnage qui était d'origine haïtienne. Moi, j'ai beaucoup de bonnes intentions. Je me suis beaucoup informé sur l'histoire d'Haïti, sur les communautés haïtiennes à Montréal, pour donner une sorte de vérité sociologique au personnage. Mais après ça, je suis pas tout puissant. J'ai pas la vérité divine en moi. T'as que 31 ans? J'ai pas de clairvoyance. Ouais, il y a l'âge, mais je pense qu'il n'y a aucun auteur là. Puis ceux qui prétendent l'avoir sont un peu menteurs. Là. Donc moi, je trouve ça... C'est une humilité pour moi vraiment basic de demander à quelqu'un, ben dans ce cas-là, c'était une amie éditrice d'origine haïtienne, de dire, peux-tu relire le livre pour le commenter en général, parce que j'estimais beaucoup aussi son point de vue de lecture, puis c'est toujours très utile d'avoir différents éditeurs et éditrices qui travaillent sur nos romans, mais aussi avec une attention particulière à, ben, lui, le personnage, son parcours, sa psychologie, ses réactions, trouves-tu que ça fait du sens par rapport à ce qu'il a vécu, tout ça. Puis donc, c'était un dialogue qui était vraiment nourrissant, puis qui était à l'opposé d'une censure, parce que j'ai ajouté plusieurs pages pour
parce elle avait envie d'en savoir plus parfois sur son rapport, par exemple, au pays d'origine de ses parents. J'en disais pas beaucoup sur comment il se sent, lui, par rapport à Haïti. Puis là, elle était comme, j'aimerais ça le savoir, c'est comment il voit Haïti, comme il est pas né là, mais que Bien ses sûr, parents viennent de là. ouais. Donc, c'était presque l'inverse de la censure, parce que j'ai ajouté des passages. Donc, moi, c'est vraiment un processus, en tout cas, le mien, je le défends absolument. Puis je parle évidemment pas de la censure possible ou potentielle qui peut exister ailleurs, qui me regarde pas directement, puis au sujet de laquelle je suis pas très bien informé, mais ce que moi j'ai fait dans mon processus, je le défends, puis même j'invite des auteurs qui écrivent sur des réalités qu'ils connaissent mal ou qui sont un peu loin d'elles et d'eux à le faire. À sortir de leurs a priori, à se remettre en question. Ça enrichit la littérature, vraiment. Et vraiment. Les Sentiers de neige, tu en as eu besoin d'un relecteur cette fois-ci ou pas? Ben oui, je l'ai fait relire à une amie qui est d'origine chinoise, qui est éditrice elle aussi, qui est intellectuelle, parce que Emian est d'origine chinoise elle aussi, mais ce que j'ai surtout fait, puis elle a, comme toujours, édité le livre au complet, puis c'était aussi, elle est plus jeune, donc au niveau des générations, elle était plus proche de moi, donc au niveau des références et tout, elle avait tout un regard que mes éditrices puis mes éditeurs plus âgés n'avaient pas. C'est très précieux aussi, juste la génération à laquelle j'avais pas pensé. Mais j'ai aussi fait des entrevues avec des filles qui sont adoptées d'origine chinoise puis qui ont grandi dans la région que je mets en scène, dans la région où je viens, pour savoir c'était comment dans les années 90, 2000 d'être peut-être la seule petite fille chinoise dans un monde où tout le monde est blanc. Puis, donc ça, j'avais envie de le savoir. Mais moi ce travail-là d'entretien puis de recherche, je le fais toujours quand je suis un peu avancé dans l'écriture. Parce que je veux pas qu'il influence les grandes lignes de l'histoire. Tu sais, j'ai comme besoin de penser à ma dramaturgie, disons, à mes personnages, de manière un peu vierge, sans influence. Puis là, après, peut-être à mi-parcours, là, pour ajouter des petits clous de vérité, là, je vais rencontrer des gens, je vais faire de la recherche, ou même lire des fois des articles en psychologie, des trucs comme ça, pour donner une vérité au personnage supplémentaire. Kev, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui ne... Ça doit t'arriver d'en croiser, des gens qui disent « Ah, vous êtes écrivain, moi je lis pas de livres. » Je suis sûr que c'était déjà arrivé. Moi, je crois que la littérature... Ben d'abord, c'est pas obligatoire de lire des livres. On peut vivre sans lire, mais je pense qu'une chose qui est sûre, c'est que dans la vie, quand on a besoin d'un refuge, quand on tombe malade, quand on est invalide parce qu'on s'est fait mal, on s'est cassé quelque chose, ou qu'on est en dépression, ou qu'on a perdu un proche, ou qu'on a vécu une rupture amoureuse, les livres s'invitent souvent tout seuls dans nos vies. C'est souvent... Moi, j'ai été libraire, je l'ai vu, là. Bien oui. Mais il y a des gens qui n'étaient pas du tout des lecteurs de romans ou quoi que ce soit, mais qui venaient me voir en librairie puis qui disaient, ben justement, je vis une rupture amoureuse, puis là, j'ai besoin de donner un sens à ce que je vis, de trouver une résonance avec autre chose que quelque chose de plus grand que moi, peut-être, puis c'est ça, vraiment de donner du sens. Puis là, je pense que les livres, la littérature, ça demeure vraiment un des espaces où on peut donner du sens à l'expérience. Puis je pense que ça le reste, même chez les gens qui lisent pas, ou qui lisent les journaux, puis des biographies, par exemple, mais même les romans, la poésie, parfois se réinvitent de manière inattendue. Tu aimais ce métier de libraire? Tu l'as fait combien de temps? J'aimais beaucoup ça. Ouais, je l'ai fait... c'est une bonne question. J'ai même travaillé en bibliothèque avant. Fait qu'en tout, j'ai dû travailler, je sais pas, là... 7-10 ans dans le monde du livre, mais j'ai beaucoup aimé ça. Oui, j'ai beaucoup aimé ça parce qu'en plus, je travaillais dans une librairie où on faisait beaucoup confiance. C'est le Port de Tête à Montréal. On faisait beaucoup confiance aux libraires, puis on avait vraiment le droit de participer au fond, par exemple, de dire, ben, tel livre, on devrait l'avoir, puis donc de l'ajouter dans le fond. On participait beaucoup à la création des événements, des vitrines, tout ça, Puis j'ai beaucoup aimé ça, l'esprit de communauté aussi, parce que ça fait que tu as des gens qui lisent autour de toi. Parfois, on lit les mêmes livres, donc on a l'occasion d'en parler. Ça, c'est quelque chose qui me manque souvent, la possibilité de parler des lectures que j'ai aimées ou qui me questionnent. Tu avais l'impression d'être un peu un docteur des sentiments, de prescrire un médicament aux gens qui rentraient dans la librairie? Ben, c'est vraiment difficile parce que en effet, il y a une dimension psychologique au travail de libraire dont on ne parle pas assez, parce qu'il faut aussi être capable de décrypter un peu le désir de la personne qui vient nous voir. Puis des fois, ce désir-là, il n'est même pas clair pour la personne. C'est-à-dire qu'elle va nous dire
Je sais pas, j'ai envie de lire un livre qui va me faire du bien. C'est une question très générale comme ça. Ouais. Puis là, forcément, il faut poser des questions, il faut s'intéresser. Je voudrais lire un roman criminel, mais j'aime pas trop les meurtres. Oui, exactement. Oui, des fois, il y a des... c'est toujours le fun, des Ça- problèmes Ah. aussi comme ça. Ça Puis- peut être un casse-tête contradictoire. Ouais, puis je trouve aussi que dans la manière de conseiller, il faut vraiment être à la fois avoir beaucoup d'attention pour le désir de la personne, mais aussi des fois avoir la capacité ou la finesse de amener ce désir-là sur un autre objet, peut-être. Parce que des fois, la personne, mettons, elle va nous dire, même si c'est une demande qui va être formulée, elle va nous dire, moi, je ne lis que du roman policier, mais là, j'ai envie de lire autre chose. Mais là, il faut se demander, OK, quelle énergie cette personne-là trouve dans le roman policier qu'on pourrait mettre sur un autre roman qui permettrait d'être comme un pas dans une autre direction, mais on peut pas l'amener à Tombouctou. Tu sais, il faut se rendre à Tombouctou ou à Tokyo. Ou à... Tu vois ce Donc, que tu veux dire? Ouais, Ouais. donc moi j'aimais beaucoup ça, cette espèce de travail psychologique-là, d'être à la fois dans une grande attention au désir de l'autre, mais aussi des fois de répondre à la demande de changement de direction qui est demandée. C'est intéressant parce que tes livres, je trouve qu'ils n'appartiennent à aucun genre. Ils sont très, très intimes, ils parlent de la société. Il y a aussi une tension permanente, une tension propre peut-être plus au genre, au thriller, au fantastique. Ouais. On parlait au début de la conversation du genre dans la vie personnelle, intime. En littérature aussi, toi tu n'appartiens à aucun genre, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Puis des fois, la littérature dite de genre m'intéresse pourtant beaucoup, mais moi, j'arriverais pas, je pense, à n'être que d'un genre, comme dans la vie, en fait. Puis dans ce livre-là, c'est particulièrement la littérature fantastique qui était mon horizon, Ouais. Stephen King, les livres que j'ai aimés vraiment à l'adolescence puis pendant l'enfance. Mais on peut pas simplement dire que le livre appartient au genre de la fantasy ou du fantastique, par exemple, parce que une histoire de fantasy, ça serait ce que les enfants du roman, Zoé et Emian, qui ont besoin de leur imaginaire pour s'évader du monde des adultes. Une histoire de fantasy, ça serait ce qu'ils voudraient avoir, Oui. ces enfants-là. Oui. C'est comme ce qu'ils espèrent trouver dans ce monde merveilleux qu'ils vont découvrir. Mais c'est pas tout à fait ce qu'ils découvrent. Donc je m'amuse un peu du fantastique dans leur désir de suivre une sorte de trame un peu classique dans le genre fantastique, mais je la déplace en même temps. Donc, ça, comme tu dis, ça appartient plus tout à fait, je pense, au genre. C'est-à-dire que même un libraire, il va pas trop savoir où placer ton livre dans ses étagères, non? C'est bien, C'est bien, non? je trouve. Ouais, moi, j'aimerais qu'il y ait aucun classe. Ben, chez moi, par exemple, je suis pas une librairie, mais bon, chez moi, je classe pas mes livres. Ouais. Moi, je trouve que c'est le désordre qui devrait primer. Puis je rêverais d'une librairie où il y a aucun classement. Après ça serait compliqué pour faire C'est les compliqué retours. pour s'y retrouver. Hein. Oui, c'est Ouais, ça, ouais. pour faire les retours et tout. Mais moi, je trouve que le désordre, puis l'absence de hiérarchie, de distinction, de frontières entre les genres, justement, dans ma propre bibliothèque, ça m'amène toujours à faire des découvertes, des rencontres. Soudainement, deux livres se frottent ensemble, puis ça produit une étincelle nouvelle. Ou en cherchant un livre que je ne trouve pas parce que c'est bordélique, ben, je vais en trouver un autre, mais qui va m'amener dans une autre direction, qui va m'étonner moi-même, qui va se rappeler à ma mémoire. Tu dirais quoi pour convaincre quelqu'un pour décrire les Sentiers de Neige? C'est difficile, c'est mon rôle à moi, plutôt journaliste, mais toi tu dirais quoi, que c'est un livre pour les gens qui aiment à la fois Harry Potter et Bret Easton Ellis? Ben, c'est une bonne description, mais je dirais que c'est un livre qui essaie ou qui fantasme d'éveiller un peu l'enfant qui dort en nous, puis qui dort juste d'une oreille, hein, puis qui se réveille de toute manière la nuit pour espionner les adultes, puis les juger, puis les trouver ennuyeux. Mais je pense que le texte, parce que moi je l'écris comme ça de toute manière, en essayant d'aller rechercher ces sentiments très puissants puis très forts de l'enfance. Donc je pense que c'est un livre qui peut parler à ça chez les autres. Bien, merci beaucoup Kev pour ce petit moment autour des Sentiers de Neige. Merci Jérôme, c'était un puis, plaisir. On se reparlera la prochaine fois. Avec bonheur. Pour un autre livre. Avec Peut-être le bonheur. personnage sera adulte, ce sera une fille, un garçon. Je suis sûr que ce sera génial. C'est très gentil. Merci de à toi. l'invitation. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode avec Kev Lambert. Son nouveau roman Les Sentiers de Neige est publié chez le Nouvel Attila, comme les précédents. Je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast
les gens qui lisent sont plus heureux.